Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 29 avril 2022. Jour de congé aujourd'hui. Alors j'ai profité de cette journée qui était à la fois froide, avec des vents un peu glacés, et un soleil ardent, résultat des courses. J'avais mon manteau d'hiver et j'ai tout de même attrapé un coup de soleil. Voilà le résumé de cette journée. Nous sommes allés nous balader dans la ville, une ville qui nous a semblé au ralenti. Je pense, beaucoup de boutiques à louer, je pense qu'elle peine, cette ville de Montréal, à se remettre de la pandémie. Et l'on ne ressent pas beaucoup d'enthousiasme. Telle est mon impression. Les boutiques semblaient assez désertées aussi. Les quelques boutiques que nous avons visitées. Nous avons beaucoup marché et donc nous avons été à même de constater une sorte de sentiment d'abandon qui régnait dans cette ville de Montréal. Enfin. Aujourd'hui, je vous parle de plusieurs choses. Alors donc, c'est une vidéo in extremis. Il y a 2 ou 3 ans, j'ai acheté ceci dans la bibliothèque de la vie de Donatien Gros. Et j'ai pas lu le livre. J'ai lu seulement un chapitre. J'ai papillonné. Mais est-ce si grave que d'avoir des lectures papillonnantes? J'aurais envie de vous dire que non. Et ça semble être la thèse centrale de cet ouvrage, c'est que tout est devenu lecture, que nous passons notre vie à lire et à écrire sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Certains même vont plus loin, parlent de livres sur leur chaîne YouTube, par exemple, en lien avec leur activité professionnelle ou encore avec leur passion. La séparation entre les livres, les textes et la vie, cette séparation est caduque. Au fond, tout est devenu livre. Et quand on observe les gens autour de soi, n'importe qui, littéralement n'importe qui, rares sont ceux qui n'ont pas envie de se confier, qui n'ont pas envie de raconter leur vie. Pas tant dans le désir de raconter, que dans le désir d'être entendu. Dans le désir que ce récit de vie soit reçu. Et personne d'entre nous ne doute que notre vie, que votre vie, la mienne, ne soit pas extrêmement intéressante pour autrui. Et chacun se donne littéralement en exemple. Parce que nous n'avons pas d'autres ressources que nous. Et nous n'avons pas d'autres alternatives, ou subterfuges, ou ruses, ou générosité même, que de s'offrir en exemple. Ce n'est pas tant pour se donner le beau rôle, c'est que ça coïncide avec notre propre récit de vie. Cette vie qui nous est donnée, cette vie qui nous est non seulement donnée, mais nous sommes jetés, nous sommes projetés dans l'existence. Personne n'est responsable de cet état de fait. Ceux qui sont restés au stade de 10 pieds accuseront papa-maman, mais encore là, on meurt par inadvertance. Nous sommes une sorte d'accident. L'accident nécessaire, cependant, parce que nous ne pouvions faire autrement que d'être. Et ce que nous sommes, le sujet que nous sommes, on juge que son aventure parfaitement singulière est digne d'être écoutée. Alors on n'en sort pas. On n'en sort pas. Et hier, je vous lisais un passage de Wilhelm Flusser qui annonçait qu'au fond, les livres étaient pour disparaître et que l'abondance, il a écrit ça au début des années 60, milieu des années 60, que l'abondance des livres, leur prolifération, était le signe le plus évident de leur
probable disparition. Qu'au fond, cette extrême surabondance, eh bien, pourrait faire de telle sorte que la grâce disparaisse. Mais je pense que Donatien Gros va exactement à l'encontre de ça. Et que si nous baignons dans un océan de livres, eh bien, c'est un signe que le livre, c'est un signe qu'il n'y a plus de séparation entre la vie et le monde du livre. Et que, au fond, la texture de nos vies, elle est inséparable de la texture du monde. Que tout est devenu signe. Évidemment, il faut se protéger. Si tout devient signe, on peut se noyer également. Mais il faut être capable j'aurais envie de dire, d'opérer des retraits dans sa librairie, dans sa bibliothèque. Ouais, en fait, pas grande différence dans mon cas. Il faut être capable d'opérer des retraits dans sa bibliothèque et il faut être capable d'en sortir. Mais quand on en sort, qu'est-ce qu'on rencontre? On rencontre partout des livres, on rencontre partout des signaux, on rencontre partout des textes, tout devient texte. Une devanture de boutique, atelier librairie, le livre voyageur. En face, il y a les éditions Libère. À côté, il y a les Deux Marteaux, hein, une entreprise. Et tout, la publicité, les images, tout, les horaires. Un horaire dans une porte, c'est pas anecdotique. Il y a quelques secondes à peine avant que j'entreprenne cette vidéo, il y a encore quelqu'un qui a essayé de rentrer. Peut-être vous avez vu dans les derniers jours, il y a des gens qui, j'aurais envie de dire, tard le soir, parce que je commets ces petites vidéos tard en soirée, après une journée de dur labeur, eh bien, qui s'imaginent, parce que ils observent, dans le fond de la librairie, un type gesticulant et visiblement parlant tout seul, mais qui souhaite quand même que ce message, son message, vous parvienne. Alors sans doute se disent-ils, c'est ouvert, puisqu'il parle, donc nous pouvons entrer en relation avec lui. En fait, nous pouvons entrer dans sa boutique. Alors donc, les livres, ils sont partout. Ils sont partout, partout, partout. Et j'aurais même envie de dire qu'ils ont contaminé la planète. Ils l'ont contaminé la planète de telle sorte que la planète est devenue elle-même un récit, à l'instar des individus. Et que ce récit, eh bien, s'écrit tous les jours, d'une multitude de manières. Que c'est un récit protéiforme, dans des langues diverses, dans des angles différents, dans des points de vue différents, sur des latitudes différentes. Alors on lit sans arrêt, on écrit sans arrêt. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, on produit des signes. Sans arrêt. Et on les reçoit, on les échange, on les offre. On garde pour soi aussi certaines choses. On retient certaines choses pour soi. Mais parfois même à notre insu, les choses qu'on croyait de pouvoir garder pour soi, ben on les offre. Lapsus, demi-confidence, confidence avouée, confidence calculée, soupir, regard, les yeux parlent, les mains parlent, tout notre être parle. Et tout devient lecture encore à nouveau. Tout devient lecture. Et vous le savez, un de mes dadas, c'est la vie intime des lecteurs, des lectrices. Alors, comment devient-on lecteur? Parce que, évidemment, maintenant, on le sait, tout le monde lit. Sur Facebook, ou sur Twitter, ou sur des plateformes, les journaux, parfois gratuits, parfois il faut s'abonner. Certains d'entre eux sont gratuits, on peut les trouver dans les transports en commun. On reçoit de la publicité dans nos boîtes à lettres. On reçoit des lettres du gouvernement. On reçoit sans arrêt
des annonces. On est sans arrêt sollicité par des textes, tout le temps, en permanence. Notre esprit est structuré de telle sorte que nous sommes rendus aptes à recevoir une multitude de textes. Et nous en émettons également. Nous en recevons, nous en émettons, et nous nageons au milieu d'un océan de livres. Parce que tout le monde écrit maintenant. Tout le monde écrit des livres. C'est rendu rare de rencontrer quelqu'un qui n'a pas écrit un livre. Non, je plaisante, la plupart des gens n'ont pas écrit de livres. Mais c'est extrêmement rare quelqu'un qui ne va pas juger que sa vie n'est pas un récit et que sa vie mérite d'être entendue. Alors, l'anthropologie du lecteur, de la lectrice, à mon sens, reste à faire. Et l'aventure terminale de la littérature classique, de la littérature telle qu'on l'entendait jadis, c'est-à-dire la mise en retrait finale, la mise en retrait non pas finale, mais la mise en retrait partielle du lecteur qui se retire des affaires du monde pour devenir une sorte de sage, disons. Je pense que cette vision-là, romantique, est plutôt plaisante, mais sans doute démodée. Mais qu'est-ce qui pousse encore quelqu'un à s'entourer de livres? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à... Et là, on peut analyser toutes les réponses. Certains, moi, j'ai entendu dire, moi, je lis des livres depuis mon enfance parce que mes parents avaient des livres. Telle autre personne va dire exactement le contraire. Telle autre personne va se désoler de ne pas lire. Telle autre personne va se désoler de ne pas lire assez. Et c'est toujours... L'objet livre nous oblige toujours à un dévoilement de ses motivations, de son propre inconscient. Certains vont vouloir, par la lecture, surcompenser une enfance difficile. Le biais psychanalytique, dans le parcours d'une lectrice ou d'un lecteur, est un élément à retenir. L'élément anthropologique, l'élément sociologique, l'élément économique même. Parce que ce que j'observe, c'est que beaucoup de ceux qui ont encore le culte de la lecture, qui jugent, pas juste dans un but utilitaire, se renseigner ou avoir des bonnes notes à l'école, mais qui prêtent à la lecture un acte de foi, un acte quasi religieux même. Je dirais, j'appartiens un peu à cette catégorie de lecteurs. Eh bien, souvent, ils viennent de milieux très modestes. Très modestes et où le rêve ou la capacité d'idéaliser son existence, parce qu'il y a eu une rencontre avec divers livres qui ont malgré tout apporté quelque chose, qui ont modifié le rapport au monde de ce lecteur ou de cette lectrice, eh bien, je pense que cette caractéristique que les plus grands fous de lecture, les plus grandes folles de lecture, eh bien, ce sont, j'ai envie de dire, de pauvres gens, dans le sens de des gens qui n'ont pas cette volonté de puissance, ou qui ont une volonté de puissance autre, se mesurer à Nietzsche, côtoyer Dostoïevski, être traversé par les fulgurances de Rimbaud. Et que cette compensation, cette activité compensatoire, eh bien, révèle aussi un certain nombre de choses. Alors, on pourrait parler de lecture, de pratique intensive, on pourrait parler également de pratique inventive. Le passage que je vais vous lire de ce livre que je n'ai pas encore lu, tenez donc, Le papillonnage va bon train, eh bien, concerne Jodassin. Eh bien oui, parce que ce que nous dit encore Donatien Gros, c'est que la séparation entre la culture, grand K, et la culture populaire, eh bien, elle aussi n'existe plus. Et on peut le voir, il y a des œuvres où il y a
destinés au grand public, qui sont extrêmement bien travaillés et où des archétypes puisés dans la littérature classique ou la littérature ou la philosophie antique. On reconnaît Homère, on reconnaît Achille, on reconnaît les grandes guerres, grecques. On reconnaît les épopées. On reconnaît le drame du héros abandonné de tous. On reconnaît le drame ou l'assomption du héros providentiel. Et que une répétition dans une œuvre d'art moderne de ces grands archétypes font que cette séparation aussi disparaît. Alors évidemment, quand on veut exercer une activité de pouvoir, c'est ça aussi, parce que la pratique intensive et inventive de la lecture peut faire de nous des êtres d'un pouvoir. Et que nous n'avons guère d'autres alternatives devant ce foisonnement de textes, à la fois anecdotiques, à la fois grandioses, à la fois miraculeux, à la fois dérisoires, à la fois donnés comme ça, comme un fruit qu'on arrache à l'arbre, ou arraché à de longues heures de veille où on se casse la tête pour saisir quelque chose et que l'on sait que ce que l'on va saisir va peut-être même nous dépasser. Eh bien, tout ça fait de nous des êtres à part, des êtres, d'une certaine manière, irremplaçables. Et autre effet aussi de ce qu'est la vie, de ce qu'est la vie d'un lecteur, d'une lectrice. C'est quoi l'impact d'un lecteur sur la vie des autres? Je pense que dans ma pratique de libraire, j'ai vu des héritiers brader la bibliothèque parentale, car cette bibliothèque-là, il n'y avait pas accès. Car les parents, lorsqu'ils entraient en communication avec eux, si je peux dire, le faisaient sous le mode de sermon sur la montagne. Leur expliquaient les choses de la vie. Leur consacraient ce qu'ils jugeaient, eux, parents, comme étant du temps de qualité. C'est-à-dire minuté, arraché à des horaires stricts, ou encore arraché à une vie professionnelle intense, et que le temps de qualité consacré aux enfants faisait partie également du projet de carrière. Car les rejetons de professionnels de pointe n'ont pas le choix que de réussir socialement. Et je pense que vous êtes assez vieux maintenant pour savoir que la réussite sociale, c'est une corvée dont on doit s'acquitter malheureusement. Mais c'est une corvée. Réussir socialement, c'est emmerdant. Parce qu'au fond, il n'y a aucune raison de le faire. C'est aussi ce que nous dit les livres, ce que nous dit notre rapport au texte. On retourne au texte sacré, que ce soit les Upanishads, que ce soit les psaumes, que ce soit la Bible, que ce soit les textes indiens ou védantiques, n'importe. Il y a, ou Marc Aurèle, hein, l'empereur, on est toujours ramené au fond à notre humaine condition. Il y a une autre chose aussi qui me fascine dans les livres. Parce que les livres, ce sont des objets aussi assez mystérieux, malgré tout. C'est que on y trouve parfois des choses. Aujourd'hui, j'ai acheté, parce qu'on a fait quelques boutiques, Fabienne et moi, et j'aime chiner. J'aime acheter des livres partout. Alors ça, acheter des livres, en fait, tous les jours, j'achète des livres. Que ce soit pour mon usage personnel ou dans le cadre de mon activité, j'ose dire, professionnelle. Alors, il n'y a pas une journée où il n'y a pas de nouveaux livres qui apparaissent dans ma vie. Et à un rythme soutenu.
Et comme un boxeur, j'encaisse tous ces livres. Je les encaisse et parfois je m'accroche au cordage parce que certains d'entre eux me balancent un direct, ou d'autres parfois ne provoquent chez moi aucun effet. Ils ne me sont pas destinés. Mais la curiosité de celui-ci, c'est une revue, c'est que j'y ai trouvé une lettre originale. Je ne vais pas vous la lire au complet. La revue en question, c'est une revue d'études interculturelles, publiée en juin 1992, faites le calcul. Et c'est une lettre manuscrite, d'une fort jolie graphie. Et bon, j'ai retrouvé ça dans une librairie à Montréal, vous disais-je. Et cette revue est consacrée à un auteur dont je n'avais jamais entendu parler. Je ne vais pas vous en parler. Je crains un peu que comment vous dirais-je, non? Je crains un peu de dévoiler cette identité. De toute façon, on ne sait pas grand-chose, mais peut-être en lisant le sommaire, en faisant des rapprochements, des recoupements, je pourrais deviner. Mais assurément, cette revue livre, je l'ai dénichée dans un endroit caritatif. Généralement, c'est un peu la dernière étape du livre. Quand les livres se retrouvent dans des organismes caritatifs, c'est que la fin de leur existence est toute proche. La prochaine étape, c'est le recyclage, le déchiquetage. On va transformer le livre pour en faire un autre. On va le faire disparaître pour qu'un autre apparaisse. Et voyant cette lettre manuscrite, alors je n'ai pas hésité à acheter le livre, qui par ailleurs semble bien intéressant. Alors peut-être vais-je vous en parler, peut-être pas. Alors, voilà, on a une petite idée. Je vais vous lire un passage, un tout petit passage. Parce que ça aussi, c'est de la méta-lecture. On achète un livre, on y découvre une lettre, et au fond, la lettre peut être peut-être aussi intéressante que le livre, ou nous apporter un éclairage sur le livre. Ça arrive assez souvent que je trouve ce genre d'artefacts dans les livres. Parfois des photos, parfois c'est des tickets de métro, des tickets des billets d'avion, des tickets de concert, toutes sortes de choses que j'imagine que l'ancien propriétaire disait que ça personnifiait parce que il y a eu un investissement. Je ne parle pas d'un investissement économique là, ici, mais un investissement de temps, un investissement d'intérêt. Peut-être l'objet s'est avéré, l'objet livre, peut-être s'est avéré, non pas à la hauteur des attentes. Peut-être. Mais peut-être que oui aussi. Et peut-être qu'il est associé à un magnifique voyage, peut-être il coïncide avec une rencontre amoureuse, peut-être même coïncide-t-il avec une épiphanie, un moment de grâce, où on sent tout à coup qu'on est vraiment dans le texte du monde, qu'on s'y inscrit parfaitement. En ce moment, il ne fait pas trop bon de vivre en Europe. La date du référendum approche et depuis plusieurs semaines, les hommes politiques se battent pour passer à la télé et noyer les informations comme la guerre en Yougoslavie. Alors, vous avez compris, la guerre en Yougoslavie, c'est quoi? C'est 93? Non, 94, 95. Donc, c'est le référendum de Maastricht. En 95, donc cette lettre-là elle a été écrite il y a 27 ans. Je me sens complètement frustré d'être si proche d'un massacre et d'être si impuissante. Et à côté de ça, on parle d'une Europe en paix. C'est quand même assez étonnant. Hein? Je suis malgré tout pour que cette Europe se fasse, mais je suis réellement peiné de voir la façon dont ça se passe et je n'ai aucune certitude que l'Europe réussisse à régler les problèmes ethniques comme il y en a aujourd'hui en Yougoslavie, comme il y en aura aussi ailleurs. Est-ce que cette guerre est une guerre de religion ou une guerre de territoire? Est-ce une véritable coupure entre musulmans et chrétiens? Je n'en sais rien. Les médias ne nous informent pas sur la vraie question.
Ce que l'on voit à la télé, c'est du cinéma, des bombes qui explosent en direct, ou des fusillades, du sang. Je n'arrive pas à saisir le sens caché, ce que l'on ne dit pas, mais que tout le monde sait. Depuis quelques dizaines d'années, peut-être, que les informations arriveront. Alors voilà, et elle conclut, cette dame, comment s'annonce l'hiver à Montréal. Alors en 95, comment était l'hiver à Montréal? Les hivers sont toujours rudes à Montréal. Parfois, ils le sont moins. Mais la base, c'est la rudesse. Alors, je vous lis un passage de ce livre que je n'ai pas encore lu, mais dont j'ai trouvé le moyen de vous entretenir. Ça, il faut quand même le faire. Mais je suis capable de faire ce genre de choses. La preuve, c'est que je le fais. Où il est question. Mais ça a l'air hyper intéressant. Et je vais le lire attentivement et je vais vous en reparler. Dans cette séquence qui, malgré tout, sans vraiment faire exprès, parce que je n'avais pas lu la lettre, je l'ai découverte en même temps que vous, eh bien, à quelque part, c'est encore la guerre et nous sommes encore dans cette séquence lazaréenne. Je fais une fixation, mais c'est normal de faire une fixation par les temps qui courent. Je me suis chouiné avec un écrivain sur ma page Facebook qui me disait que la guerre en Ukraine, c'était pas une guerre d'agression, c'était une guerre civile. D'accord. Alors, et comme c'est un écrivain, et ça fait déjà quand même un petit moment que ses statuts m'agaçaient, mais je n'interviens jamais. J'ai quantité de fâcheux sur mon fil Facebook. Et quand ils sont vraiment fâchants, fascistes, je les dénotifie. Ni vu ni connu, on garde le contact. En fait, pense-t-il qu'on garde le contact, mais en réalité, je ne les lis plus du tout. Mais cet acte de non-lecture, parce que c'est quand même assez formidable comme manière d'approche, c'est qu'on décide, on décide sans arrêt de ne pas lire. On décide sans arrêt que tel livre, tel texte ne nous convient pas. Ou que ça nous convient, que ça ne nous convienne pas. Je connais une quantité de gens qui lisent pour s'enrager, qui lisent pour être en colère, qui lisent pour ne pas être d'accord, qui lisent pour être en conflit, ce qui est encore une manière d'être en relation. Mais de rejeter dans les limbes numériques, une écriture, parce que c'est de ça dont il est question, sans que l'émetteur en sache quoi que ce soit, c'est quelque chose qui me fascine. Je le fais assez rarement, parce que je juge même que d'être capable de supporter un certain nombre de textes déplaisants, n'ayons pas peur des mots, ça peut aussi faire partie du processus de lecture, n'est-ce pas? Je ne suis pas trop sûr, mais disons que oui. Et cet écrivain, très, je veux dire, en fait, je ne crois pas il est encore dans le mythe du grand écrivain. Bon, voilà. Et il assène sa parole prophétique. Moi, j'ai écrit à quelques reprises combien cette guerre me révulsait, comment elle me dégoûtait, comment le personnage de Poutine, pour moi, sa présence, ses actions, ses exactions, sa dépravation, on va dire un haut gradé de l'armée américaine, comment ce sinistre personnage, ce vieillard côteleux, libidineux, monstrueux, m'horripilait. Puis plus que ça, il fait plus que m'horripiler, c'est une abomination. Et là, de voir ce faraud personnage, grand écrivain, m'expliquer qu'au fond, et me donner, pendant que nous y sommes, un cours d'histoire, faire un parallèle entre la Saint-Barthélemy, ce qui se passe en Ukraine, c'est la Saint-Barthélemy, c'est des catholiques qui tuent des protestants. La guerre de sécession, c'est les sudistes et les nordistes qui se font une bataille. Et la commune, ben voilà, c'est
c'est les communards qui se font massacrer. Alors, et qu'au fond, le grand équarrisseur fait son travail. Alors, cette capacité à se placer au-dessus des événements, à les surplomber, ça m'est totalement... ça m'horripile. Ça m'indispose. Alors, de recevoir... Alors, je lui dis simplement que en fait, parce qu'il parlait de ses écrits avec un écrit majuscule, hein, parole d'Évangile, que je lui disais que ses écrits, au fond, depuis longtemps, avaient cessé de m'intéresser. Je ne me souviens pas de la parole, mais en d'autres mots, le libraire, ah ben oui, parce que les libraires qui lisent et qui n'aiment pas les livres, qui proposent à la vente, ça n'existe pas. Ils vont vous offrir leur coup de cœur, vont vous offrir ce qu'ils ont aimé, ils vont parler avec leur trip. Mais prendre un livre qu'ils ont dans leur librairie et dire ce livre-là, faut pas lire ça. Ce libraire-là n'existe pas. J'aurais pu le devenir, mais mon tempérament s'y refuse. Mais un libraire qui met, je sais pas, qui colle un pouce comme les deux critiques américains, ça n'existe pas. Ça existe juste pas. Et ça, c'est inquiétant, quelque chose qui n'existe pas à ce point-là. Alors, et pour moi, la guerre en Yougoslavie, vous voyez, la guerre en Ukraine est devenue un marqueur. Un marqueur, comme je dis à mon ami Hébert, je prends des notes. J'entends par là, il y a ceux qui disent rien, mais on peut entendre ce qu'ils pensent. Il y a ceux qui disent rien pour ne pas déplaire à leur groupe, qui parfois les idolâtrent chez certains intellectuels. Il y en a qui font du clientélisme. Il y en a aussi qui sont payés pour ne pas en dire du mal. Il y a toutes sortes de monde. Il y a ceux qui se taisent parce que c'est dans leur intérêt. Il y a ceux qui se taisent parce que secrètement sont d'accord avec les crimes de Poutine. Et puis, il y a ceux qui accrochent des drapeaux ukrainiens à leur balcon. Eh bien, ceux-là, je les approuve. Ceux-là, je les aime. Ceux-là, qui fait juste manifester, parce que aussi un drapeau, ça parle. Hein? Un drapeau bleu et jaune qui flotte accroché à un balcon. Moi, à chaque fois que j'en vois un, je m'arrête et je vibre. Je vibre. Et je suis content de penser que les gens qui sont dans cette maison, qui se sont donné la peine, une toute petite peine, soit d'accrocher comme ça leur colère, leur peine, leur souffrance, leur indignation, leur solidarité, même si elle est lointaine, même si ça ne change rien au sort des embusqués de Mariupol, eh ben pour moi, ça me touche. C'est bête, hein? Mais ça me touche. Joe Dassin. Ah ben oui. Donatien Gros nous parle de Joe Dassin. On l'aime tous, hein? Qui n'aime pas Joe Dassin? Je sais que pour horripiler mes amis intellectuels, au début des années 90, justement, je pense que c'est au début des années 90 que Joe Dassin a réussi à remporter l'adhésion de tout le monde. Et au fur et à mesure, en fait, que l'univers de Joe Dassin n'existe plus, cette espèce d'univers de candeur, de bonhomie, de bonne volonté, quoi, pour se déplacer aux années calculatrices, calculantes, aux années du pognon, aux années de la bourse, aux années des rapports difficiles entre humains. Eh bien, Joe Dassin apparaissait comme un idéal perdu, comme le dernier des romantiques. Et là, je pense, et le dernier des ludiques aussi, hein, parce que quand Joe Dassin part à la conquête de l'Amérique, au fond, on part tous à la conquête de l'Amérique, même si on vit en Amérique. Et je disais, pour emmerder mes amis intellectuels, que je préférais de beaucoup Joe Dassin à Léo Ferré, que Léo Ferré nous faisait moins rigoler. Aujourd'hui, je dois avouer, j'ai revisé, non pas mon jugement, mais je sens que les gens que je peux scandaliser en établissant une comparaison entre Joe Dassin et Léo Ferré, eh bien, sont de moins en moins nombreux. Joe Dassin en est paradoxalement un exemple méconnu. Célèbre pour ses chansons qui furent parmi les plus grands succès du milieu des années 60 à la fin des années 70,
Elles ont été traduites, interprétées par leur auteur dans d'autres langues que le français originel et sont demeurées gravées dans la mémoire collective. Il avait commencé son parcours avec la volonté d'être écrivain. Emmanuel Macron aussi. Et le texte qu'il a lu lors de la cérémonie posthume consacrée à Michel Bouquet est un texte exceptionnel et lu avec quel comédien que cet Emmanuel Macron. Pour moi, c'est le plus grand comédien de France. Et je le dis sans ironie aucune. Il avait commencé son parcours avec la volonté d'être écrivain. Hein? Voilà, ça fait quand même rêver, ça commence comme ça. Au fond, Joe Dassin a commencé sa carrière en voulant être un écrivain. Né citoyen américain, éduqué en France à partir de 14 ans, il retourna étudier aux États-Unis à la prestigieuse Université du Michigan à Ann Arbor. Chercheur en ethnologie, il a consacré ses premiers travaux aux Indiens Hopi, puis devint titulaire d'un Master of Art avec un mémoire sur l'examen d'une civilisation méditerranéenne. L'ethnologie est, comme l'anthropologie, une philologie du XXe siècle. La psychanalyse est une lecture du sujet qu'est l'être humain occidental, l'ethnologie, une lecture du sujet qu'il n'est pas, l'anthropologie, une lecture de l'être humain dans son ensemble. Il avait choisi comme domaine de recherche un champ de lecteur, élargissant ses préoccupations. Il se plaça dans un dialogue entre le proche et le lointain, les civilisations indiennes des Amériques, éloignées en apparence de son existence de citoyen occidental moderne, et la civilisation méditerranéenne que, du fait de l'union avec son père, avec l'actrice grecque Mélina Mercouri, il avait découverte. Ce qu'il cherchait à lire n'était pas dissocié de ce qui composait sa vie. Vivant dans le milieu d'une des plus prestigieuses universités américaines, il envisage de se consacrer à la recherche. Mais surtout, il pratique l'écriture. Il écrit plusieurs nouvelles, publiées dans le New Yorker, plus importante publication littéraire des États-Unis. À Ann Arbor, il en offrit à sa compagne, publia dans des journaux. L'une d'entre elles, Baleine sur un canapé, se finit par des phrases qui signalent l'impossibilité de communiquer. Elle n'entend même pas ce que je dis, et puis ça n'a aucune importance. Cette peur que la parole énoncée, c'est-à-dire écrite, par un individu, ne touche pas le public auquel elle est destinée, est restée dominante au travers de tout son parcours. Dans la phrase « ce que je dis » est aussi important que « elle n'entend ». La parole personnelle exprimée par un sujet n'est pas prise en compte, et une partie de ses écrits était aussi adressée, notamment, à sa compagne de l'époque, Dorothy, et le même signale le dépit de l'auteur, qui sent l'impossibilité d'une écoute et d'une communication par la parole, manifestée dans un texte où elle est écrite, et donc littéraire. Cette déception exposée, au moment où l'auteur cesse d'écrire, n'est pas seulement une anecdote, c'est un signe. Joe Dassin ne cesse à aucun moment de sa courte vie de lire. Il s'enferme pendant des après-midi entières pour lire des romans, surtout en anglais, ceux de Miller, de Hemingway, des romans de sa vie. Mais il n'écrivit plus jamais. Jamais Joe Dassin n'a écrit seul le texte d'une de ses chansons,
lui qui avait commencé son parcours comme lecteur et comme écrivain. Les textes étaient ceux de Lemels et de Delanoë. Souvent, ils étaient des transformations de textes américains et des adaptations de leur rythme en français. Alors même qu'il lui arrivait de composer des musiques pour certains de ses amis, notamment Carlos, fils de Françoise Dolto, ça c'est moi qui ajoute ça, il ne fut jamais véritablement capable d'en composer lui-même. Il était capable de lire, de relire, de commenter, mais pas d'écrire. Il avait signé à la fin de sa nouvelle, sa lettre de démission, d'une écriture à laquelle personne ne prêtait attention, tandis que ses chansons dont il était l'auteur en tant qu'interprète, mais non comme compositeur ou écrivain, réussirent à toucher des dizaines de millions de personnes et continuent aujourd'hui. Il avait abandonné l'écriture comme acte, et il faisait de chacun de ses tours de chant une performance vécue avec intensité par le public. Le chant était un élément de l'ensemble qui intégrait amplement la vie. Il avait passé des années à maîtriser le lasso pour chanter les Dalton. La scène était la vie, et toute vie en dehors devait être minorée, sinon abandonnée. Il n'apparut jamais en public avec Marie, son épouse, car toute la vie était cette scène dont lui, écrivain, n'avait pas composé les paroles. Il décrivait sa propre activité en ces termes. Un chanteur est un type qui fabrique des bulles de savon. On n'analyse pas une bulle de savon. On la regarde parce que c'est joli, et les bulles de savon, ça finit toujours par crever, alors il faut en faire d'autres. Cité par Damien Panoré, Jodassin, une histoire vraie, page 142. On pourrait difficilement trouver meilleure définition du divertissement. Dans la conscience à la fois de son utilité sociale, mais aussi de sa vanité et de la rapidité de son épuisement. Cette modestie, quant à son propre acte et ses origines de lecteur-écrivain, ne peuvent être séparées. Elles ne peuvent non plus être séparées de la volonté de précision qu'eut toute sa vie Jodassin pour ses interprétations, notamment dans l'interprétation en langue, lui dont l'anglais était la première langue, qui était citoyen américain, avait toujours des doutes quant à la formulation d'expressions françaises, qui n'étaient pas de lui et n'étaient pas de sa langue. Il n'était pas dans sa langue, dis-je. Il apprit les accents italiens, allemands, espagnols. Il remporta le succès dans chacune de ces langues, mais pas dans l'américain, qui était pourtant sa demeure initiale. Ses chansons étaient trop proches des originaux, dont elles étaient, pour certains, décalquées. La vie entre les langues, dans leur incertitude permanente, celle qui était sa demeure, était fermée à ses interprétations, celle dans laquelle il ne se sentait qu'invité, lui ouvrait son monde. Quand il se plongeait dans la littérature, il n'en avait pas fait son métier, alors même que dans ce qui était de fait son métier, il avait une précaution, une précision de philologue, signant des œuvres qu'il interprétait et ne les considérant avec modestie, mais aussi avec inquiétude, que comme des bulles de savon qui explosent, des divertissements qui demeurent en surface du texte de ce monde. Il mourut d'une crise cardiaque à 42 ans, après plusieurs années de vie instable, et en ayant conservé tout au long de son parcours une grande incertitude. Il manquait quelque chose. Un choix avait été fait. Des séparations avaient été opérées entre la lecture et l'écriture, entre la vie et l'étude. Lui qui, au début de son parcours,
travaillait jour et nuit un thème, avait, à la fin de son existence, plus de difficultés à s'y concentrer sans relâche. Dans sa vie en tension s'incarnent les interrogations de l'écriture et de la vie, et se mettent en scène les crises que provoque la croyance dans la séparation, dans les séparations. Alors voilà, Donatien Gros dans la bibliothèque de la vie. Je vais vous en reparler, je vais vous en reparler de manière sans doute plus élaborée, parce que je n'ai lu que ce chapitre consacré à Joe Dassin, que nous aimons tous. Alors je ne vais pas vous chanter rien, je chante atrocement mal, je vais vous épargner ça, parce que je suis quand même gentil. Alors je vous dis à demain.